Ma belle-fille m'a insulté devant mes amis. Quand je l'ai confrontée, ma femme a dit, si tu veux éduquer quelqu'un, fais ton propre enfant. J'ai juste souri. Le lendemain matin, tout a changé. Je me suis toujours vu comme un homme raisonnable, équilibré, calme, le genre de personne qui n'élève jamais la voix, même quand il le devrait. Je suis architecte de métier, alors je suppose qu'on peut dire que je suis programmé pour penser de façon structurée, analyser, planifier, ajuster. Mon mariage n'était pas différent. Je l'ai traité comme un plan, des étapes calculées, des ajustements silencieux, toujours une marge pour l'erreur, pour les compromis. Ma femme, non, avait un passé, une fille adolescente appelée Kaya et un ex-mari avec qui elle avait juré ne plus vouloir aucun lien. Je savais dans quoi je m'engageais, ou du moins je le croyais. Je n'ai jamais voulu remplacer le père de Kaya. Je voulais juste lui offrir un foyer où elle pourrait se sentir en sécurité, un endroit où nous pourrions tous nous sentir ainsi. Mais l'amour ne consiste pas toujours à construire. Parfois, il s'agit de résister à une érosion lente, celle que tu ne remarques pas jusqu'à ce que tout s'effondre. Quand Nan et moi nous sommes mariés, Kayla avait 10 ans. Elle était silencieuse, observatrice, déjà abîmée par la vie d'une manière qui ne me semblait pas normale. Elle me regardait avec ses yeux froids et calculateurs, comme si elle attendait que j'échoue pour prouver que je n'étais pas à ma place. Je pensais que ce n'était qu'une phase. Je croyais que si je lui laissais de l'espace, que j'étais présent au moment important au spectacle scolaire, anniversaire, nuit de fièvre, elle finirait par m'accepter. Mais ce n'est jamais arrivé. Chaque geste que je faisais était accueilli avec distance. Chaque tentative de connexion rebondissait, comme si j'essayais d'atteindre quelque chose à travers une vitre. Nan me disait que ça s'arrangerait avec le temps, mais les années ont passé, et ça n'a pas changé. Et pourtant, je suis resté. Pas par obligation, mais parce que je croyais que l'amour devait être patient, même quand ça fait mal. Notre maison a toujours eu un déséquilibre. Nan et Kaya avaient leur lien à elle, une histoire partagée, des blagues chuchotées, des regards complices auxquels je n'étais jamais invité. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je comprenais qu'une mère et sa fille avaient besoin de leur bulle. Mais avec le temps, cette proximité est devenue de l'exclusion. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais. Elle prenait des décisions sans moi. Dans les disputes, c'était toujours 2 contre 1. Et quand Kaya a eu 16 ans, le froid est devenu glacial. Elle est devenue plus insolente, plus provocante dans son manque de respect. Des remarques sarcastiques au dîner, elle levait les yeux au ciel quand je parlais, elle me frôlait comme si je n'existais pas. Je me disais que ce n'était pas personnel, que les ados étaient comme ça, changeants, imprévisibles. Mais il y a une limite à combien de fois on peut être ignoré dans sa propre maison avant que le silence ne se mette à hurler. Je ne disais pas grand-chose à mes amis. Pour eux, nous étions l'image d'une belle famille recomposée. On organisait des dîners, on souriait pour les photos de Noël, on jouait le jeu. Mais à l'intérieur, j'étais fatigué. Fatigué de donner sans rien recevoir. Fatigué d'être la pièce de trop dans un puzzle qui n'avait jamais été fait pour moi. Et pourtant, je suis resté. Parce que pour moi, le mariage ce n'est pas une porte tournante. On se bat pour ce qu'on aime. On endure, même quand ça fait mal. Et peut-être qu'une partie de moi pensait qu'à force de tenir bon, on finirait par me voir. Pas comme un intrus, mais comme quelqu'un qui compte. Mais l'amour, le vrai, ne te fait pas mendier une place. Il ne te demande pas de te rapetisser pour que les autres soient à l'aise. Je ne le savais pas à ce moment-là. Pas complètement. Je savais juste que j'étais fatigué. Alors quand j'ai prévu ce petit dîner avec quelques amis proches, ce n'était pas juste pour socialiser. C'était ma manière d'essayer de me sentir à ma place quelque part, même pour une nuit. Je voulais rire sans être sur la défensive, être entouré de gens qui me voyaient sans me juger. Ce que je ne savais pas, c'est que cette soirée allait tout changer. Quel serait le dernier chapitre d'une histoire que j'avais trop peur de terminer? C'était censé être une soirée simple. Du vin, des rires, quelques amis autour de la table, partageant des histoires sans avoir à marcher sur des œufs. J'avais même cuisiné moi-même, chose rare, sauf quand je voulais que la soirée soit spéciale. Je me souviens avoir remué la sauce pendant qu'une musique douce passait en fond sonore, en imaginant Nan entrer en souriant en sentant la nourriture, peut-être m'enlaçant comme avant. Mais à la place, elle est restée presque toute l'après-midi à l'étage, le nez sur son téléphone, se contentant d'un « ça sent bon » distrait. Kayla est descendue la dernière, téléphone en main, mâchant du chewing-gum comme si juste être là était une punition.
Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'on pouvait passer une bonne soirée, qu'on allait peut-être même en profiter. C'était cet espoir auquel je m'accrochais, cet optimisme silencieux qui refusait de mourir, même quand il prouvait à chaque fois qu'il était naïf. Le dîner a bien commencé. Mon ami Marcus a raconté des blagues, et sa femme Tana a complimenté le repas, m'a demandé la recette. J'ai souri, sentant une étrange paix s'installer dans ma poitrine. Nan s'est servi un verre de vin rouge et participait enfin à la conversation. Kaya, assise à côté d'elle, jetait parfois un œil à son téléphone, mais elle riait un peu aux blagues. Pour la première fois depuis des mois, j'ai cru que ce serait une de ces soirées dont je me souviendrais avec tendresse. Que je me dirais, oui, on a été heureux, un jour. Mais la paix dans cette maison n'a jamais duré longtemps. C'était toujours du temps emprunté. Et ce soir-là, la facture est arrivée vite, sans prévenir. C'est allé si vite, et pourtant chaque seconde s'est imprimée dans ma mémoire comme un accident au ralenti. Marcus venait de dire quelque chose sur la parentalité, en plaisantant sur le fait que les ados pouvaient être brutalement honnêtes. J'ai ri et dit, oh oui. L'autre jour, Kaya m'a dit que ma playlist était pour les vieux. Je l'ai dit sur un ton léger, affectueux, en espérant un rire ou une petite moquerie. Mais à la place, Kaya s'est tournée brusquement vers moi, le visage déformé par le mépris. « Mais tu fais comme si t'étais mon père », a-t-elle balancé. « Mais t'en es pas un. T'es juste le gars avec qui ma mère s'est mariée. Ça veut rien dire pour moi. » Je ressens encore ce moment où le silence a avalé la pièce. J'ai regardé Nan, espérant un froncement de sourcils, un petit reproche, un signe de solidarité. Mais elle a juste soupiré, lasse, hautaine, et dit, elle a pas tort. Si tu veux gronder quelqu'un, fais ton propre enfant. Quelque chose en moi s'est figé. Ça ne s'est pas cassé, pas brisé, juste arrêté. Comme quand l'aiguille du tourne-disque se lève et que tout devient trop silencieux. J'ai hoché la tête une seule fois, lentement, et j'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais avec ce genre de sourire qui arrive quand quelque chose en toi devient dur à jamais. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié, je ne suis pas parti en furie. J'ai juste regardé mon assiette, pris ma fourchette et continué à manger pendant que les autres autour de la table se tortillaient de malaise. Mon cœur ne battait pas plus vite, mes mains ne tremblaient pas. Et c'est ça qui m'a fait peur, à quel point je me sentais calme, à quel point tout était soudainement clair. Le reste du dîner s'est traîné avec des discussions forcées. Marcus m'a lancé un regard du genre « Tu vas bien ?» Je lui ai répondu par un simple signe de tête. Nan a replongé dans son verre de vin. Kaya est retournée sur son téléphone. J'ai souri et remercié tout le monde d'être venu quand ils sont partis. J'ai serré la main, j'ai pris Tana dans mes bras. Et quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté un long moment dans l'entrée à écouter le souffle de la maison. Nan était remonté. Kaya était retournée dans sa chambre. Et moi, j'étais seul, entouré par la coquille de ce que j'appelais autrefois un foyer. J'ai fait la vaisselle en silence, l'esprit étonnamment clair. Je ne repensais pas aux disputes, je n'imaginais pas de répliques cinglantes. Je n'étais pas en colère. J'étais fini. Et j'ai compris que c'était bien plus dangereux. La colère passe. L'épuisement, non. À un moment donné, entre l'évier et l'égouttoir, j'ai pris ma décision. Je n'allais plus mendier le respect. Je n'allais plus expliquer ma valeur à des gens qui refusaient de la voir. Je mérite mieux. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vraiment cru. Je suis resté éveillé toute la nuit à rédiger les papiers. Ce n'était pas émotionnel. C'était clinique. Je savais quel bien je laissais derrière, quel compte fermé, quelle conversation allait suivre. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas arrêté. J'ai juste écrit. C'était comme si j'avais attendu si longtemps que la clarté arrive, que quand elle est venue, je ne pouvais plus la lâcher du regard. J'ai dormi 2 heures sur le canapé, mon esprit déjà loin de cette maison. Et quand le soleil s'est faufilé par les fenêtres, baignant le salon d'une lumière douce, j'ai su ce que je devais faire. Ce chapitre était terminé, il ne restait plus qu'à le mettre par écrit. Je me suis réveillé avec le chant des oiseaux, ce qui était ironique vu ce que j'étais sur le point de faire. La lumière du matin passait à travers les stores à moitié fermés, projetant des bandes sur le sol comme des barreaux. Et je suis resté là, sur le canapé, quelques minutes, juste à écouter. La maison était toujours silencieuse, paisible, d'une façon qu'elle ne l'était presque jamais. Je n'entendais même pas les pas lourds de Kaya,
Ninan qui descendait les escaliers en courant. C'était peut-être à cause de l'heure ou peut-être ce changement invisible qui arrive quand quelque chose prend fin. Tout devient silencieux. Les gens respirent autrement. Je me suis levé lentement, le dos douloureux à cause des coussins rigides du canapé, et j'ai regardé l'enveloppe Manila posée bien droite sur la table basse. À l'intérieur, il y avait les papiers du divorce, imprimés, signés, datés. L'encre venait à peine de sécher, mais la décision avait mûri pendant la nuit en quelque chose de ferme, définitif. Je me souviens être monté à l'étage avec un étrange sentiment de calme. Mon cœur ne battait pas vite, mes mains ne tremblaient pas, je ne doutais pas. J'avais passé des années à essayer de maintenir une famille unie avec patience et compromis, en me pliant jusqu'à ne presque plus me reconnaître. Mais cette nuit-là, quelque chose s'était brisé. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Ce sourire que j'avais pendant le dîner, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la résignation. Pas face à la défaite, mais face à la réalité. Tu ne peux pas gagner l'amour de personne qui n'avait jamais l'intention de te le donner. Et maintenant, je ne demandais plus rien. J'ai frappé doucement à la porte de la chambre avant d'entrer. Nan était toujours dans le lit, recroquevillée avec son téléphone, elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Tu es debout tôt » a-t-elle murmuré en se frottant les yeux. « J'ai pas beaucoup dormi » ai-je dit doucement. Je lui ai tendu l'enveloppe comme si je lui donnais une brochure ou une lettre de la banque. « C'est pour toi. » Elle s'est redressée, confuse, puis a pris l'enveloppe lentement. J'ai vu son visage changer par étapes, curiosité, surprise, puis une sorte d'agacement qui essayait de cacher la panique dans ses yeux. « Tu plaisantes » a-t-elle dit en feuilletant les pages. « Je ne plaisante pas » ai-je répondu. « Hier soir, tu m'as dit que je n'avais aucun droit sur ta fille. Et tu avais raison, je n'en ai pas. Mais je n'ai pas non plus à continuer de vivre dans une maison où on ne me respecte pas. » Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. « Ah bon, voilà. Une dispute et tu pars. Tu vas tout abandonner à cause d'un dîner ? » Non, ai-je dit avec sincérité. Je pars parce que ce dîner, c'était la goutte de trop. Des années de manque de respect, de silence, d'être traité comme un étranger chez moi. Je l'ai accepté longtemps, en espérant que ça change. Mais ça n'a jamais changé. Hier soir, tu as dit ce que tu pensais vraiment. Et moi aussi. Quand j'ai souri et décidé que c'était fini. Elle est restée figée, clignant des yeux rapidement, comme si elle essayait de mesurer à quel point j'étais sérieux. Mais tu n'as pas à faire ça. On peut en parler. Bon, on a déjà assez parlé, les jeux interrompus, calme mais ferme. Mais tu as pris ta décision au moment où tu as soutenu Kaya devant nos invités. Au moment où tu as clairement montré que je serais toujours dehors, à regarder par la fenêtre. Sa voix s'est élevée, sur la défensive. C'est ma fille. Tu veux que je te choisisse, toi, à sa place. J'espérais que tu me traites comme ton mari, comme ton partenaire, comme quelqu'un qui compte dans cette maison. Mais je n'ai jamais été qu'un remplaçant pour toi. Quelqu'un pour payer les factures, et surtout ne pas déranger. J'ai senti un nœud dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissé sortir. Tu sais ce qui fait le plus mal ? C'est que je vous ai aimés. Toutes les deux. Et jamais, pas une seule fois, je n'ai senti que cet amour m'était rendu sans condition. Elle a baissé les yeux vers les papiers. Son silence était une réponse suffisante. J'ai fait mes valises en moins d'une heure. Juste l'essentiel. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, l'album photo d'avant le mariage. Je ne voulais pas traîner. Je n'avais plus l'énergie de me battre. Il n'y a pas eu de cris, ni de menaces. Juste le bruit d'une fermeture éclair, le petit murmure discret d'une valise qui se ferme. Nan ne m'a pas suivi jusqu'à la voiture. Kaya ne m'a pas dit au revoir. La maison est restée silencieuse, comme si elle n'avait même plus la force de me retenir. Je me suis retourné une seule fois. Pas par doute, mais pour reconnaître que ce chapitre était fini. J'ai emménagé dans un petit appartement en location, pas très loin de mon bureau. Peu de meubles, une rue tranquille, une vue sur pas grand-chose. Mais ça ressemblait à de la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'évitais pas des mines émotionnelles à chaque pas. Je ne retenais pas ma respiration au dîner. Je mangeais seul, je dormais seul, et pourtant je ne me sentais pas seul. Je me sentais en paix. Il existe un soulagement qui vient quand on n'a plus besoin d'être compris par des gens qui n'ont jamais essayé de comprendre.
Ce n'est pas exactement de la joie, mais c'est un début. Je n'ai pas annoncé le divorce sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas plaint, je n'ai pas cherché de la pitié. J'ai juste repris ma vie en silence, avec intention. Les amis ont fini par l'apprendre petit à petit. La plupart étaient surpris, certains curieux. Marcus m'a appelé et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité, mieux que depuis longtemps. Et je le pensais vraiment. Certains fins ne sont pas des explosions. Ce sont des murmures. Des départs silencieux. Un homme debout dans sa cuisine à l'aube, qui décide qu'il en a assez. C'était moi. Et je ne regrettais rien. Tout a commencé par un message. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'étais assis dans mon nouvel appartement un vendredi soir, encore habillé du travail, le dîner intact sur la table basse, pendant qu'un programme banal tournait à la télé sans que je l'écoute. Le silence était devenu familier, presque confortable, même s'il avait encore un bord coupant, surtout les week-ends. Mon téléphone a vibré. Un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Denise, la meilleure amie de Nan. Celle qui restait toujours en retrait pendant nos réunions. Elle ne s'impliquait jamais trop dans les conversations, mais elle observait, elle écoutait. C'était elle qui avait aidé à décorer le mariage. Celle qui amenait du vin en plus pour les fêtes. Je me souvenais de son rire doux mais constant, et de sa façon de sourire comme si elle savait quelque chose qu'elle ne disait pas. J'ai ouvert le message avec hésitation, m'attendant à un truc passif-agressif, ou un message pour arranger les choses au nom de Nan. Mais c'était simple. Je voulais juste te dire que je suis désolé qu'on ne t'ait pas mieux traité. Tu méritais mieux. Je l'ai relu 2, 3 fois. C'était le premier message depuis le divorce qui ne venait pas avec une question ou un jugement. Il ne disait pas « Que s'est-il passé ?» ou « Tu vas bien ?» Juste une reconnaissance. Ça m'a touché plus que je ne le pensais. J'ai écrit une réponse courte. Merci. Ça veut plus dire que tu ne peux l'imaginer. Et je me suis arrêté là. Je pensais que ce serait juste un message unique. Mais le lendemain, elle m'a écrit encore. Tu faisais toujours le meilleur café pendant ces brunchs gênants. Ça me manque un peu. Je ne l'ai pas vu venir, mais avec du recul, j'aurais peut-être dû. Nos conversations ont commencé doucement, sans pression. Des messages sur tout et rien. D'abord le travail, des amis en commun, de petits souvenirs du passé. Puis ça a changé. Elle m'a demandé comment je dormais. Je lui ai demandé comment elle vivait sa solitude. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais mariée, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, mais qu'elle avait toujours voulu quelque chose de solide, de réel. Te voir faire autant d'efforts avec Nan, m'a-t-elle dit un jour, ça me rendait folle. Pas contre toi, contre elle. Toi, tu faisais tout bien. Elle ne voyait rien. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors je n'ai pas essayé d'analyser ou d'expliquer. J'ai juste laissé ces mots-là, chauds et étranges dans ma poitrine, comme le soleil sur une peau froide. On s'est vu pour un café. Quelques semaines plus tard. Terrain neutre, sans attente. Mais dès que je l'ai vu marcher vers moi en jean, pull doux, sans maquillage, j'ai senti que quelque chose changeait. Ce n'était pas un éclair ou une révélation de film. C'était une certitude tranquille. Elle m'a regardé et a souri. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu. Pas jugé, pas toléré. Vu. Notre relation a grandi dans les moments calmes. Des balades au parc, des appels tard le soir qui se terminaient en rire au petit matin. Denise ne me demandait pas de me justifier. Elle ne remettait pas mes choix en question. Elle écoutait. Elle soutenait. Elle m'offrait de l'espace, sans me presser. Il y avait une tendresse chez elle que je ne savais pas avoir besoin, jusqu'à ce que je la ressente. Avec Nan, tout était tranchant et négociation. Avec Denise, c'était douceur, mais sans faiblesse. Elle m'a fait de la place. Pas juste dans son espace physique, mais dans son cœur, dans son esprit. Quand on s'est embrassé, ce n'était pas passionné ni précipité. C'était tendre, familier, presque comme un retour chez soi. Un endroit dont j'avais oublié que j'en faisais partie. Je ne me suis pas jeté tout de suite dans l'idée du mariage. Avec tout ce que j'avais vécu, j'étais prudent. Mais Denise ne m'a jamais mis la pression. Son amour était constant, patient face à mes doutes. Il a fallu 1 an avant que je lui demande de m'épouser,
un dimanche matin tranquille, entre pancakes maison et café auquel disait maintenant mieux préparé que moi. Elle a pleuré, hoché la tête et murmuré, oui, comme si c'était la décision la plus facile de sa vie. Puis est arrivé son fils. Une surprise, mais une belle surprise. Je me souviens être assis dans la chambre d'hôpital, le tenant dans mes bras pour la première fois, émerveillé par sa petitesse, sa chaleur, sa perfection. Denise s'est appuyée contre moi, épuisée, mais rayonnante. Et j'ai senti quelque chose de profond s'ouvrir en moi. Cet enfant, mon fils, était à moi d'une façon dont rien d'autre ne l'avait jamais été. Sans astérisque, sans condition. Je pouvais l'aimer librement, sans peur du rejet, sans rappel que je ne faisais pas partie du tableau. Quand il m'a regardé, ses petits doigts entourant les miens, j'ai senti que tout ce que j'avais perdu m'était revenu, sous une nouvelle forme. Denise et moi avons construit notre vie en silence. Pas de publication dramatique, pas de grandes déclarations publiques. Juste des routines, de la joie, des matins chaotiques qui ressemblaient à un vrai foyer. Elle me respectait d'une manière que n'en ne l'avait jamais fait. Elle valorisait mon opinion, écoutait quand je parlais, soutenait mes décisions en tant que père et mari. Parfois, je la surprenais en train de me regarder jouer avec notre fils, un sourire doux sur les lèvres. Et elle disait, « Tu as toujours été destiné à être papa. » Il ne fallait que les bonnes personnes pour le voir. Parfois, je me demandais si Nan savait. Si elle regardait de loin ou si elle entendait des choses par des amis communs. Mais je ne m'attardais pas sur ses pensées. Ma vie n'était pas bâtie sur la rancune, elle reposait sur la guérison. Et Denise était devenue les deux, la guérison et le nouveau départ. Elle est entrée dans ma vie quand la porte venait à peine de se refermer derrière Nan. Et au lieu de frapper, elle a attendu que je sois prêt à l'ouvrir. Je lui devais plus que de l'amour, je lui devais la paix. Et elle me l'a donné sans rien demander. Tout a commencé par un message. Simple, 3 mots, on peut parler? Je l'ai regardé longtemps, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, comme s'il pouvait me mordre. Nan ne m'avait pas contacté depuis plus de 2 ans, depuis qu'on avait signé les papiers du divorce dans ce bureau étouffant. Elle avait ce regard entre l'incrédulité et la fierté, comme si elle croyait encore que je reviendrais en rampant. Et maintenant, elle revenait, brisant le silence comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne ressentais ni colère ni satisfaction. Juste de la fatigue. Ce genre de fatigue qu'on ressent quand on connaît tellement bien quelqu'un qu'on peut prédire sa prochaine action. J'en ai parlé à Denise ce soir-là, et elle a juste hoché la tête avec une expression impossible à lire. « Mais tu veux lui parler ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, ai-je dit. Mais peut-être que j'en ai besoin. » 2 jours ont passé avant que j'accepte de la rencontrer. Terrain neutre, un café près de notre ancien quartier, où l'air sentait encore le pain chaud et le café brûlé. Elle est arrivée avec ce grand manteau qu'elle portait toujours quand elle voulait passer inaperçue. Mais moi, je l'ai remarqué. Elle paraissait plus mince, plus fatiguée, comme si la vie l'avait pourchassée sans relâche. Elle m'a offert un sourire tendu et s'est assise en face de moi comme si de rien n'était. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle en jouant avec sa tasse. « J'ai failli ne pas venir, » ai-je répondu. Et j'ai attendu. Je l'ai laissé remplir le silence. Elle m'a regardé avec plus de douceur que dans mes souvenirs. « Je voulais juste te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité ce soir-là. Pour tout. » Je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté, mais parce que ces mots, « je suis désolé », arrivaient trop tard pour avoir encore du poids. Elle a soupiré, s'est adossée à sa chaise, et un instant, elle ressemblait à la femme que j'avais aimée. Après ton départ, tout est devenu difficile. Je pensais pouvoir gérer seul. Je pensais que Kayla et moi allions nous en sortir. Mais elle a quitté la maison après le lycée. Elle me parle à peine maintenant. Et moi, j'ai. Elle a baissé la voix. Je suis retourné avec Anthony. Je croyais qu'on avait mûri. Mais non. Ça n'a duré que 3 mois. C'était rapide, ai-je dit sans moquerie, juste avec franchise. Elle a laissé échapper un rire triste. Il s'avère que je n'étais pas la seule à ne pas avoir changé. Je l'ai observé un moment, l'envie de dire quelque chose pour la consoler. Mais j'ai repensé à ces années de silence, à toutes ces nuits où je me couchais en me demandant pourquoi je me sentais étranger chez moi. À l'humiliation de ce dîner, au moment où elle m'a dit d'avoir un enfant si je voulais avoir mon mot à dire. Cette version froide et méprisante d'elle n'avait pas été un accident.
C'était celle qu'elle avait toujours été avec moi. Alors maintenant, que voulait-elle? Le pardon? Une seconde chance? Oh, aujourd'hui, je suis heureux, ai-je finalement dit. Avec Denise. On a un fils. Elle a cligné des yeux, surprise. À toi, avec Denise. Oui, ai-je confirmé. Mais c'est différent. Elle me voit, elle me respecte, elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. Non, a avalé difficilement, essayant de cacher l'émotion dans ses yeux. Ça me manque, dit-elle doucement. La façon dont tu faisais attention à nous, comme tu tenais tout ensemble. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais, jusqu'à ce que je le perde. Et ça, ce n'est pas ma faute, ai-je complété pour elle. Elle a hoché la tête lentement, acceptant, mais j'ai vu sa douleur. Elle n'était pas venue pour discuter. Elle était venue pour une rédemption, pour un nouveau départ. Mais la vie ne donne pas toujours ça. Pas quand les dégâts sont faits et que les racines sont pourries. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Mais je ne suis plus quelqu'un vers qui tu peux revenir. Elle a baissé les yeux, clignant vite. Et un instant, j'ai vu la femme derrière l'orgueil. Celle qui n'a jamais su dire ce qu'elle ressentait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu crois qu'on pourrait un jour être amis? Je ne pense pas qu'on l'ait jamais été, ai-je répondu. Et je ne vais pas revenir en arrière. Pas maintenant que j'avance enfin. Elle a hoché la tête en essuyant une larme, comme si de rien n'était. On s'est levé, on s'est dit au revoir poliment. Et c'était tout. Pas de scène dramatique, pas de supplication. Juste deux personnes qui ont un jour partagé une vie, et qui sont maintenant sur des rives opposées. Je suis retourné à ma voiture avec le poids de la certitude dans la poitrine. Ce n'était pas un poids triste. C'était un poids sûr. Quand je suis rentré à la maison, Denise était au sol avec notre fils, entouré de blocs et de peluches. Elle m'a regardé et a souri. Et sans un mot, je me suis agenouillé près d'eux et je les ai pris dans mes bras. Pas d'explication, pas de récit. Juste le réconfort tranquille de ce qui est vrai, de ce qui est à moi. Certains matins, je me réveille avant tout le monde. La maison est silencieuse, baignée de cette lumière bleu-gris qui n'existe qu'avant l'aube. Je marche pieds nus dans le couloir en évitant les jouets et les lattes qui grincent pour me faire un café. C'est devenu un rituel. Ces premières heures du jour sont celles où je pense le plus, où je ressens le plus. Je m'assois à la table de la cuisine et j'écoute le bourdonnement du frigo, le petit souffle qui vient de la chambre de notre fils. Et je me permets de me souvenir. Pas pour rouvrir les blessures, mais pour mesurer la distance entre l'homme que j'étais et celui que je suis devenu. Et dernièrement, cette distance ressemble à des kilomètres. Pas à cause du regret, mais de la croissance. Il n'y a pas si longtemps, je me demandais si je me sentirais un jour complet à nouveau. Quand le silence dans mon appartement après le divorce ressemblait moins à la paix qu'à une punition. Je m'asseyais dans ce salon froid et carré, et je me demandais si je n'étais pas juste le genre d'homme qu'on dépasse. Celui à qui on dit merci à la fin, mais qu'on ne choisit jamais vraiment. J'ai permis à quelqu'un d'user ma valeur pendant si longtemps que je ne réalisais plus à quel point j'étais abîmé, jusqu'à ce que je parte. Il a fallu m'éloigner pour entendre enfin mes propres pensées. Pour comprendre qu'être nécessaire, ce n'est pas être aimé. Que être toléré, ce n'est pas être vu. Avant, je croyais que rester, résister, tenir bon, c'était la plus belle preuve d'amour. Que le sacrifice était une force. Mais depuis, j'ai appris que les limites sont la vraie preuve de maturité. Que parfois, partir n'est pas fuir, mais se choisir. Et ça, ce n'est pas être égoïste, c'est être sain. Je suis resté trop longtemps avec Nan parce que je pensais pouvoir nous aimer assez fort pour que ça fonctionne. Mais l'amour, c'est une route à deux voies. Et quand l'autre personne est garée, moteur éteint, tu marches tout seul. Aujourd'hui, je vois Denise endormie sur le canapé, certaines nuits, avec notre fils blotti contre elle. Et je ressens quelque chose que je ne savais pas possible, la sécurité. Pas seulement physique. Émotionnelle. Ici, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Pas besoin de me cacher, ni de me tordre, ni de faire attention à tout. J'ai juste besoin d'être moi. Et ça, je crois, c'est la forme la plus pure de paix. Notre vie n'est pas parfaite. Il y a des caprices, des factures, du lait renversé, des rendez-vous manqués. Mais même dans le chaos, il y a du respect, des rires, un rythme qui ressemble à un vrai foyer.
Quand Denise oublie quelque chose, elle ne réagit pas sur la défensive. Elle ne rejette pas la faute. Elle dit, c'est mon erreur. Je vais réparer. Et je fais pareil. On ne compte pas les points. On est dans la même équipe. Ce geste simple ou être partenaire au lieu d'adversaire, c'est tout ce que j'ai supplié d'avoir, sans jamais le recevoir. Quant à Nan, je n'ai plus eu de nouvelles depuis notre conversation au café. Je crois qu'elle a enfin compris. Qu'il n'y a plus de porte à frapper, plus de fenêtre par où entrer. Et je ne la déteste pas. C'est ça, le plus étrange. Avant, je croyais que le vrai clôture viendrait avec la vengeance ou la satisfaction. Mais aujourd'hui, ça ressemble à l'indifférence. À passer devant un immeuble où tu as vécu, sans rien ressentir. Juste un merci silencieux pour la leçon et la liberté que ça m'a apporté. Elle m'a donné ce qu'elle pouvait. Et ce n'était pas assez. Ce n'est pas cruel, c'est la vérité. J'ai pensé à ce que je dirais à mon fils, un jour, s'il me demande comment était la vie avant lui. Je lui dirai que son père a un jour essayé de construire un foyer sur des fondations fissurées. Que l'amour ne consiste pas à s'accrocher à des gens qui te font te sentir petit. Que partir, même quand c'est dur, c'est parfois le geste le plus honnête qu'on puisse faire. Et que l'amour réel, respectueux, constant, chaleureux, ça vaut la peine d'attendre. Je veux qu'il sache que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste un homme debout près de l'évier, buvant un café en silence, choisissant la paix chaque jour. Je le regarde aujourd'hui, ce petit garçon curieux avec mes yeux et la douceur de sa mère. Et je ressens une gratitude si forte qu'elle me tire parfois des larmes. J'ai failli passer à côté de tout ça. J'ai failli rester dans quelque chose qui aurait écrasé le père que je suis devenu. Et je suis tellement heureux de ne pas l'avoir fait. Tellement heureux d'avoir souri ce soir-là et de m'être choisi, moi. C'est ça, ma vie maintenant. Tranquille, complète, et mienne. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.